Bonjour Jean-Luc, tu as développé une échelle pour l'évaluation du risque suicidaire. Peux-tu nous présenter cette échelle et son fonctionnement? Il y a 11 degrés. Il y a un zéro déjà, c'est important parce que ça permet de suivre la crise suicidaire avant et après, alors qu'il y a des échelles qui n'ont pas de zéro. Ça permet de savoir qu'un patient, il peut ne pas avoir d'idée de suicide, même s'il en a eu avant. Ensuite, de 1 à 5, il y a des idées de mort, 1, 2, des idées de suicide, mais sans intention de passer à l'acte, parfois, souvent, très souvent, les idées. Et par contre, à partir de 6, on est dans un risque suicidaire qui devient beaucoup plus important. D'abord, il y a, le désir passif de mort, c'est-à-dire: «Je voudrais mourir, je voudrais m'endormir et pas me réveiller». Donc là, je suis non plus seulement dans l'idée que, des idées, ça pourrait être bien de faire ça ou pas bien, mais dans: «J'aimerais mourir, vraiment», donc il y a un vrai désir de mort. Et puis ensuite, le degré 7, c'est un désir de passer à l'acte, mais retenu par quelque chose. Si j'avais pas mes enfants, je le ferais. Si, il y avait pas mes parents, je le ferais. Donc, vraiment l'envie de passer à l'acte est là, donc la décision est c'est le niveau intermédiaire d'ambivalence du patient et c'est un niveau très important. Il y a beaucoup de patients qui s'arrêtent à ce niveau, heureusement, mais qui vont jusqu'à ce niveau. Au niveau 7, il y a 2 degrés, 2 demi-degrés. Donc quand la personne, on a évalué qu'elle était à 7, on va voir si le lien qui retient cette personne est un lien solide. Par exemple, comment vous entendez avec vos enfants? Je m'entends bien avec eux, on va mettre 7A, c'est-à-dire que le lien qui me retient est encore fort. Ce qui fait que souvent, je n'hospitaliserai pas quelqu'un jusqu'à 7A sur le simple niveau de risque suicidaire. Par contre, à 7B, là, le lien est fragile. Comment vous entendez avec vos enfants? Eh bien, oh, on s'entend plus, ils me comprennent pas, chaque fois qu'ils me téléphonent, c'est pour m'engueuler. Là, par contre, le prochain coup de téléphone, il risque de passer à l'acte. Donc la décision n'est pas prise, mais la bascule peut se faire très vite. Et donc là, effectivement, la décision d'hospitalisation devient quasiment nécessaire. Ensuite, le niveau 8, là, la décision de passer à l'acte est prise, mais pas programmée. Le niveau 9, la décision est prise et programmée. Je sais quand, comment, où je vais le faire. Et aussi un double niveau, parce qu'il y a des gens qui disent, qui ont pris leur décision, mais je le ferai que lorsque mon fils aura 18 ans. Et malheureusement, il va le faire à ce moment-là. Mais, par contre, on a du temps éventuellement. Et 10, je suis dans le début de passage à l'acte. J'ai décidé à l'acte et je passe à l'acte, je le programme, je suis en train de le préparer. Il faut savoir qu'entre le moment où la décision est prise, et les gens qui ont pas de plan, de planification peut se faire en moins d'une demi-heure. Ça, c'est un truc qu'on voit souvent. Donc, c'est vraiment le niveau de décision qui me semble le plus important. Il faut moins de 2 minutes pour évaluer le risque suicidaire avec la RSD. Tu poses la question: «Est-ce que vous avez des idées de suicide?» Donc tu évalues, d'entrée le niveau 3-4. Si le patient n'en a pas, on va vérifier le niveau 6, c'est-à-dire est-ce que, OK, vous n'avez pas d'idée de suicide, mais est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites: «OK, si je m'endormais sans me réveiller, ça serait super», ou si j'avais un accident ou même une maladie. Et là, on est au niveau 6, c'est le désir passif de mort. Et le désir passif de mort, pour moi, il est juste en dessous du niveau 7. Dans d'autres échelles, il est au niveau 0. Dans la deuxième partie de l'échelle, si tu veux, tu as une vraie envie de mourir. Dans la première, tu as des idées, mais tu n'as pas envie de mourir. Tu vois encore d'autres solutions. Donc ça, c'est la première chose. Donc s'il dit non, tu vérifies le niveau 6. Si il dit oui, eh ben, tu vas directement vérifier le niveau 7. Est-ce qu'il y a des moments où vous étiez mal, que vous auriez pu faire une bêtise? Ensuite, si le niveau 7, il dit non, non, j'ai des idées, mais j'ai jamais eu envie de le faire, tu redescends. Niveau 7 n'étant pas validé. Ce qu'on retient au niveau de la RSD, c'est qu'on prend le niveau le plus élevé. Donc le niveau 7 n'est pas validé, là je redescends au 6. Et puis, si le 6 n'est pas validé, eh bien, je reviens à 3, la fréquence des idées de suicide. Et puis, si c'est 7, eh ben, on vérifie si on n'est pas à 8, à 9, voire en train de il a déjà commencé de préparer son passage à l'acte. Ça demande de revalider quand le patient répond à un niveau, il faut revalider, que j'ai bien compris que c'est bien ce que vous êtes en train de me dire, ça, c'est important. C'est un questionnaire, semi-directif. Ça permet un entretien structuré pour l'évaluation du risque suicidaire. Quelqu'un n'a pas tous les échelons. Donc on peut sauter comme ça et vérifier par contre tous les échelons importants, idée de suicide, le 6, il faut y penser régulièrement. On l'oublie, il n'y a pas d'idée de suicide, bon ça va. Non, non, le patient il est 7 moins 1.
Qu'est-ce qui rend cette échelle différente d'autres outils, comme par exemple le RUD? Alors d'abord, elle est validée, donc c'est une première chose importante. Deuxièmement, la démarche est un peu différente. Le RUT, si tu veux, c'est une échelle qui date des années 80, un peu avant. Que l'idée, c'était d'essayer de voir en évaluant l'urgence, le risque et la dangerosité, c'est-à-dire le moyen, de passer à l'acte, qui était prévu. Sauf qu'il faut savoir que 70 des gens qui ont des idées de suicide ont imaginé un projet de le faire, même s'ils n'ont pas décidé de passer à l'acte. Donc ça veut dire que quelque part, le fait d'avoir un projet n'est pas une preuve absolue de si la personne va passer à l'acte. Les antécédents, c'est intéressant, sauf que quelque part, tu sauras que cette personne appartient à une population à risque, mais tu ne sauras pas si cette personne va passer dans les médias ce soir, demain. Et pour Morissette, c'était l'idée que le risque, le R, correspondait à une probabilité que la personne fasse un acte suicidaire dans les 2 ans. Alors moi, ce qui m'importe en tant que clinicien, c'est savoir si la personne qui est en face de moi va passer à l'acte ce soir, demain, où elle en est de sa décision. L'intentionnalité du patient de passer à l'acte. Et en fait, l'ARSD est une échelle qui évalue le niveau de décision. Ça fonctionne comment justement une échelle d'intentionnalité? Bah, déjà de poser la question au patient, c'est assez extraordinaire parce que on entend plein de choses, actuellement et depuis des années aussi. Par exemple, il faut téléphoner à la famille pour savoir, ce qu'en pense le patient. C'est à nous, cliniciens, j'allais dire, de prendre la décision, de savoir, et pour ça, il y a qu'une personne qui peut nous dire où il en est de son niveau décisionnel. Je peux pas savoir les idées de quelqu'un, parce que c'est lui qui le sait et il y a que lui. Donc il faut que je lui pose la question ou qu'il m'en parle spontanément. Il faut savoir que 50 des patients en parlent à leur entourage et à leurs soignants, en particulier à leurs médecins. Donc j'allais dire, les gens répondent relativement facilement. C'est nous qui avons une difficulté, qui avons peur de poser la question. Il faut juste poser la question. Je ne peux pas savoir ce que tu penses tout de suite, si tu me le dis pas. Et donc soit tu me le dis spontanément, soit je vais lui demander, et à partir de ça, en utilisant la RSD, je vais monter les différents niveaux. Si je comprends bien, cette échelle à différents niveaux permet de tracer l'évolution de cette intention au cours du temps. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir reproduire les évaluations de façon très régulière, n'est-ce pas? Absolument, parce que le risque suicidaire fluctue dans un sens ou dans un autre. Et on peut suivre comme ça, sur, des mois et des mois, l'évolution du risque suicidaire. Que chez les jeunes, je peux être à 0, je me fâche avec mon père, je peux passer à 10, rapidement. Mais chez la plupart des adultes, on est dans quelque chose qui se structure progressivement. C'est pour ça que dissocier, comme c'est fait dans d'autres échelles, entre d'un côté mettre les idées et de l'autre côté mettre l'évaluation des niveaux séparés n'est pas forcément une bonne idée. Moi, je pense qu'il y a une continuation et c'est intéressant qu'il y ait le 0 parce que ça peut redescendre au 0, mais ça peut remonter et ça permet de suivre la crise tout au long de l'évolution de la crise. Et on voit des patients qui passent à l'acte, ça fait, j'allais dire, 1 an que les choses se préparent, quoi, avec l'apparition d'idées de suicide à ce moment-là. Hmm. Si on en avait discuté à ce moment-là, eh bien, probablement que le patient ne serait pas passé à l'acte. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on peut suivre une évolution qui va grandissante, mais on peut aussi voir l'effet de certains traitements qui vont faire diminuer justement le score, ou voir également cette diminution qui pourrait être un peu trop brutale, alors qu'on n'a pas fait grand-chose en termes de thérapeutique, et qui doit donc être, si je comprends bien, un signal d'alarme, puisque le patient va à cet instant artificiellement beaucoup mieux, car il a enfin trouvé une solution à son problème. Ça, on le voit chez certains patients, effectivement, des patients qui vont très, très mal et puis le patient, un jour en paraît serein, se dire: «Ben, tiens, j'ai été efficace, je suis content». Mais comme tu dis, c'est artificiel. En fait, ils ont pris la décision et c'est quand ils sont au niveau 7 qu'ils sont dans cet état de tension, de lutte contre eux-mêmes, entre: «J'ai envie, mais je peux pas le faire, j'ai pas le droit de le faire, pour ci, pour ça, pour mes enfants, parce que je suis croyant, parce que ci, parce que ça». Et lorsqu'ils prennent la décision est prise, si tu veux, cette lutte n'existe plus et tu les vois complètement apaisés. Ça peut rassurer, mais au contraire, tu as raison, c'est un moment de là où la prise de décision et surtout, ils rentrent dans une espèce de dissociation où d'un côté, si tu veux, ils sont dans leur processus décisionnel, ils suivent leur truc et à côté, ils vont vivre à peu près normalement, comme s'ils étaient, doubles. Là, ils veulent plus bien parler. La décision est prise, c'est très compliqué d'aller à ce moment-là, d'arriver à discuter de ce qui est le problème, qui fait qu'ils prennent cette décision.
On voit tout l'intérêt de multiplier ces évaluations, c'est-à-dire que le risque est non seulement évalué, mais aussi tracé, partagé au sein de l'équipe avec la possibilité de tracer une courbe pour mesurer l'évolution au cours du temps de ce score qui doit justement nous alerter dans un sens ou dans l'autre ou nous rassurer sur les thérapies qu'on a pu mettre en œuvre. C'est un vrai système finalement de monitorage au même titre qu'on monitorerait une douleur. Exactement, tu as tout à fait raison et c'est très important parce que en plus on code donc on met RSD 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et puis, j'allais dire, on voit ce chiffre, bon, on sait tout de suite à quel niveau on en est et lorsqu'il y a une aggravation et en particulier la cinétique de la courbe, nous donne des informations sur, le risque de passage à l'acte, prochain ou au contraire, eh bien, on est dans une amélioration et en particulier, ce qui est intéressant aussi, c'est que la RSD est validée avant et après passage à l'acte et ça permet de suivre aussi ce qui se passe après passage à l'acte. Parce que, par exemple, dans l'étude qu'on avait fait, il y avait 50% des patients, après passage à l'acte, qui n'avaient plus d'idée de suicide. Mais il y en avait encore 50% qui en avaient, et seulement 14-15% qui restaient avec un risque très, très élevé. Mais dans les jours qui suivent, ça peut s'améliorer ou diminuer. Par exemple, quand quelqu'un est hospitalisé, souvent il y a une diminution du risque de passage à l'acte, parce qu'il y a une attente, parce qu'il y a une confiance, dans un soin, dans un soulagement qu'on va m'apporter. Et puis au bout de quelques jours, le risque peut remonter au niveau au score à la RSI, donc ça veut dire que le patient est reparti dans un risque réel, éventuellement de passer à l'acte. Le fait d'hospitalisation apporte un mieux, donc, mais ce mieux n'est pas forcément solide. Il faut être très prudent par rapport à ça. Quand quelqu'un vient d'être hospitalisé, il faut l'évaluer et le réévaluer, eh ben, au moins la première semaine assez régulièrement. Tout simplement en prenant, hier vous m'aviez dit que vous avez des idées de suicide ou qu'elles s'étaient améliorées, ça va mieux, il y en a moins, vous en avez plus ou il y en a encore, voilà. Il faut être à l'aise avec ça. Le patient, lui, c'est notre gène qui le gêne, mais pas le fait d'en parler, au contraire. S'il est là, c'est qu'il attend quelque chose de nous, il attend, il a de l'espoir, en nous. L'hospitalisation n'est pas la solution absolue, c'est l'hospitalisation avec un accompagnement des soins et une préparation à la sortie, puisque souvent on a des hospitalisations qui peuvent être très courtes sans préparation de la sortie. Justement, à ce sujet, je crois savoir que cette échelle fonctionne aussi en auto-questionnaire pour être utilisée par le patient lui-même à son domicile, n'est-ce pas? Oui, oui, et ce qui était assez intéressant et étonnant, c'est que la corrélation entre les 2 échelles, on est à plus de 0,90, donc c'est énorme. Ce qui veut dire que les patients répondent aussi facilement, voire plus, à un autoquestionnaire qu'au médecin directement. Cela vient, je pense, de notre peur qu'on a d'aggraver le risque suicidaire en posant les questions. Au contraire, on n'aggrave pas en tous les cas. Il y a eu la conférence de consensus sur la prévention du suicide en 2000 qui a confirmé que le fait d'interroger le patient n'aggravait pas le risque suicide. Je pense qu'on n'imagine absolument pas le nombre de vies qu'on peut sauver en parlant suicide à un patient plutôt qu'en ne disant rien. Et j'ajouterais quelque chose, c'est quand on pose une question à un patient, qu'on lui demande s'il a des idées de suicide, il faut faire très attention parce que j'allais dire à peu près une fois sur deux, il va répondre non alors qu'il en a. Tout simplement parce qu'il a interprété la question comme: «Est-ce que vous avez envie de passer à l'acte?» Ça, c'est vraiment très, très important parce qu'on voit des gens qui ne sont pas pris en charge parce qu'on pense qu'ils n'ont pas d'idée de suicide, alors qu'en fait, c'est simplement une erreur d'interprétation de la part du patient, enfin une incompréhension entre le patient et le soignant qui pose la question. Donc: «Est-ce que vous avez des idées de suicide?» «Non». On revalide la réponse. Je ne dis pas que vous le feriez, mais des idées. Et si tu veux, à ce moment-là, tu seras étonné du nombre de patients qui vont dire: «Ah, des idées, oui, ça j'en ai». Souvent les gens n'osent pas poser des questions, ce qui peut être, sur le suicide: «Avez-vous des idées de suicide?» Il faut choisir le moment où la personne est le plus mal, j'allais dire, où on sent qu'il y a une émotion la plus forte. Mais il y a une façon de faire, c'est tout simplement de demander à quelqu'un: «Est-ce que vous avez des idées noires?» Mais tout de suite, on enchaîne des idées noires, des idées de suicide, parce qu'autrement, idées noires, c'est pas obligatoirement synonyme, et là encore, il y aura une erreur d'interprétation. Mais ça peut être le mot un peu passe-partout qui permet l'amorce pour ceux qui sont en difficulté pour poser la question. Mais les patients n'ont pas de difficulté, c'est vraiment nous, soignants, qui avons du mal et peur de poser cette question: «Est-ce que vous avez des idées de suicide?» Je suis infirmier aux urgences, je reçois un patient que je ne sens pas très bien, pas forcément parce qu'il a déjà eu un geste contre lui-même, mais parce qu'on vient de lui annoncer un diagnostic un peu lourd, parce qu'il a une pathologie chronique. C'est quoi
les 3 questions que je devrais lui poser pour repérer avant d'enclencher éventuellement un questionnaire tel que l'échelle de Duché. Lui demander comment ça va, comment il est, comment il le moral, comment il vit ça. Hein, je crois que c'est la première chose et puis on va bien voir à un moment si on voit apparaître, j'allais dire, certaines tristesses, quelque chose, là il est en train de peut-être envisager que sa vie est gâchée, qu'il ne pourra pas faire ce qu'il avait prévu. On peut lui demander aussi la façon dont il voit la prise en charge de sa maladie, comment il voit l'avenir. Et puis, est-ce qu'il le voit comme bon, ok, j'ai un truc là, mais maintenant on guérit beaucoup de choses, voilà, j'ai de l'espoir, ou au contraire, je vois juste que tout est fini. Ça ne veut pas dire que là, il va forcément avoir envie d'accélérer les choses. Lui, on veut enfin à ses jours. Mais ce qui me semble important à ce moment-là, c'est peut-être, mais je pense que la plupart des soignants le font, c'est de réassurer en montrant les soins qu'on peut leur apporter et redonner l'espoir. Et chercher le désespoir, si tu veux, qui peut-être, Beck l'avait dit, avait fait une échelle justement par rapport à ça, et c'est chercher le niveau d'espoir que le patient garde ou au contraire il est complètement désespéré. Ou même de demander ce que, voilà, et votre morale, comment il va, et quand ça va pas bien, à ce moment-là, vous avez des idées noires, des idées de suicide, des choses comme ça. En venant toujours en revalidant la réponse négative, je dis pas que vous le feriez, mais des idées. Tu dois partir sur le désespoir, en premier, pour glisser jusqu'à derrière poser des questions par rapport aux idées de suicide. J'insiste beaucoup sur le fait de réévaluer régulièrement et de repréciser qu'on a bien compris que c'est bien ça qu'il est en train de nous dire le patient, que c'est de façon à ce qu'on soit sûr que le niveau, c'est bien sûr. Et ne Hum. jamais oublier de vérifier les niveaux supérieurs et on ne retient que le niveau le plus haut.